Bonjour, bienvenue à Janie D. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on fait un épisode télé-réalité parce que ça fait quoi là? C'est au moins 8 épisodes que j'ai pas parlé de télé-réalité. Et je ne serais pas Janie si je ne m'inspirais pas de la télé-réalité pour vous parler de l'incidence de devenir connu sur la vie des personnes. Puis, en fait, c'est ce que je fais. J'aide les gens à devenir connus, plus connus, pour que ça ait un impact positif. Maintenant, la manière. C'est quoi la manière? Bien, c'est jamais la même, dépendamment de l'humain que j'ai en face de moi. Et vous allez voir, s'il y avait juste une stratégie qui fonctionnait, ça fonctionnerait pour tout le monde. Puis les téléréalités, c'est un exemple parfait. C'est que ça fonctionne pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui en font un tremplin pour arriver à que ce soit grossir leur entreprise, démarrer une carrière comme dans les communications, augmenter le nombre de followers sur les différents réseaux sociaux pour être en mesure de devenir influenceur, c'est-à-dire parler de produits, puis faire de la publicité dans le cadre d'un contenu, puis être rémunéré pour ça. Donc, il y a plusieurs façons de monétiser un passage en télé-réalité, où ça peut être comme Madame Henkel, qui est devenue comme une icône après Les Dragons, qui est une télé-réalité. Puis tous les dragons sont devenus connus. François Lambert étant un de ceux qui a le plus de son côté, là, je dirais. Moi, je pense parce qu'il aime vraiment les coms, là. Il avait fait un souper presque parfait avant, là. Il aime ça, la TV, là. Il aime ça, les caméras. Donc, mais il s'en sert bien, puis il persiste et signe. Ça fait des années qu'il le fait. Madame Henkel, même chose. Donc, est-ce que... En fait, c'est quoi l'ingrédient secret? D'après moi, il y a juste un élément certain qui peut t'assurer que tu vas pouvoir catapulter ce que tu veux catapulter après une présence en télé-réalité. Puis c'est pas celle que vous pensez. Alors, restez avec moi. Mon nom est Janie Duquette, stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue, ni détour. Une voix seule, mais jamais isolée. On explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Taylor Swift, Goop, les séries Netflix, les grandes marques, les femmes en politique, la télé-réalité, tout y passe. Mais toujours à travers un regard expert, stratégique et narratif. Ça finit juste quand la musique finit, alors c'est parfait. J'en avais encore un petit bout, mais vous êtes habitués, je vous en dévoile. Vous me laissez m'optimiser d'épisode en épisode. Merci. Je suis tellement contente. Il y a Myriane, Madame Labrise, qui est l'experte, hein, c'est une experte en branding et en création de contenu engageant. Qui a pris le temps de me laisser un petit message pour me dire qu'elle avait apprécié ma présentation. Parce que oui, elle maîtrise très bien l'art de se présenter. Donc, merci. Alors, je vais continuer. Hein, cette optimisation-là est acceptée. Et donc, je veux aussi vous dire que si vous aimez ce que je fais, je vous remercie d'aller vous abonner. Ça marche, hein, sur ceux et celles qui m'écoutent sur YouTube, là, vous le faites, my God! Je suis très, très, très contente. J'ai plus d'abonnés. Tu sais, ça augmente un peu. YouTube, c'est pas un endroit que je maîtrisais bien avant de commencer de faire le podcast, mais c'est critique. À partir du moment où je vais avoir 1000 abonnés, c'est là que je vais commencer à pouvoir monétiser mon canal YouTube. Donc,
J'aimerais bien ça, si vous m'aidiez à me rendre à 1000. Là, on est à 400 à peu près. Alors, parce que je sais que ce podcast-ci, donc, qui est un podcast audio, est écouté souvent beaucoup plus là, en audio que sur YouTube. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la saison. En ce moment, j'écoute Les Traites. J'ai écouté la saison de Big Brother Célébrité qui s'est terminée. Ensuite, j'ai écouté juste avant la saison des Traitors aux États-Unis cette année, là. C'était incroyable, là. C'était bon, là. C'était bon, dedans bon, dedans bon. Puis je dois dire que je trouve ça très bon aussi, la version québécoise. Puis si vous l'avez pas vu, la version canadienne avec Trana Wintour, j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça. Parce que j'aime Trana. Puis Trana était tellement iconique dans son rôle. Puis pourquoi elle était si iconique? Puis elle a même été nominée dans un prix international de télé-réalité pour sa performance à Traitors Canada. Puis je vais en reparler à la fin. Là, je me prends une note parce que je ne vais pas vous vendre le punch tout de suite, mais elle répond à ce critère-là qui fait que tu es capable de catapulter ta présence à une télé-réalité. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux ingrédient qui va faire que tu vas être capable de monétiser ou d'amplifier ta présence à une télé-réalité? La seule garantie, c'est quand tu es le vilain du show, quand tu es le méchant. Quand t'es le méchant, là, tout le monde se souvient des méchants dans les téléréalités. Tout le monde se souvient de ceux qui n'ont pas aimé. Tout le monde se souvient de ceux qui ont provoqué des réactions, ceux qui ont fait qu'on a eu le goût de se plaindre, d'aller sur notre clavier, puis de chialer contre A, puis B, puis C. C'est que... Et là, ça vient confirmer quelque chose qu'on connaît en numérique puis en viral, c'est que c'est pas le nombre d'abonnés qui compte quand tu veux voir si quelqu'un a la capacité de monétiser sa présence en ligne, c'est l'engagement. Puis il y a rien qui crée le plus d'engagement que quelqu'un qui polarise. Donc quelqu'un qui vient te chercher parce que ABC. Alors, et là, donc quand on est là, un vilain, Survivor a commencé avec un bang là, aux États-Unis, a commencé avec Richard Hatch, qui était le vilain de la série. Et Richard Hatch, tout le monde se souvient de son nom, tout le monde se souvient de lui, pas juste parce qu'il était dans la première saison, mais parce que c'était quoi un vilain assumé? C'est ça la différence entre ceux qui réussissent ou pas, c'est l'aspect self-aware. C'est l'aspect « je m'assume », je suis croche et je m'assume. Les gens, quand ils détestent les vilains, là, ils détestent pas les vilains à cause de leurs défauts. Ils vont souvent détester les vilains parce que le vilain en question, dans la série, il nie qu'il est un vilain. Il dit qu'il est parfait. Puis là, c'est comme « non ». T'es pas parfait. Fait que là, la personne se choque, puis elle dit, coudonc, il est pas au courant. Puis ces personnages-là, les gens qui sont allés faire des téléréalités puis qui étaient pas au courant de leur, on appelle ça de leur shadow, de leur ombre, qui sont pas au courant de leur propre ombre, qui sont pas au courant de leurs propres défauts, puis qui vont aller dans une téléréalité, puis que là, les gens dans la télé-réalité, mais aussi quand ils vont sortir de la télé-réalité, ils vont dire « t'étais de même, t'étais de même, t'étais de même ». Puis là, ils vont dire « non, c'est pas moi, non, c'est le montage, non, c'est ci ». Ces gens-là, c'est garanti qu'ils vont continuer d'être pas aimés et ils vont avoir de la misère. OK? Parce que là, vous allez me dire « Janie, comment tu dis que c'est la seule façon d'avoir... de réussir son passage, disons, à une télé-réalité, c'est si on est un vilain ». Parce que tu vas avoir un paquet de critiques et de courriers sur le web, etc. Mais regardez bien, là, il y en a beaucoup plus quand la personne est pas self-aware. Puis c'est ça appartient aux gens du casting de voir, parce que là, on en a un exemple très, très
parlant que moi j'adore. Je trouve que Audrey, qui était dans Survivor Québec puis qui avait annoncé dès le jour 1 à Survivor Québec, elle a dit « Watch out Survivor, vous allez avoir votre première vilaine, c'est moi. Je vais faire un paquet d'affaires. » Mais c'était très assumé. Elle est au courant de ses angles morts, elle est au courant de ses défauts, elle est au courant de quand elle exagère. Puis oui, les gens vont chialer, puis oui, elle en a sûrement eu des gens qui l'ont critiquée sur les réseaux sociaux. Mais la raison pour laquelle c'est plus facile pour certains de passer au travers ces critiques-là, qui, je sais, peuvent être très difficiles, surtout depuis la COVID. Vous le savez, la COVID a divisé les gens, puis a fait une montée de toxicité en ligne qui était pas aussi forte et aussi présente avant. Mais donc, à partir du moment où tu le sais que tu as une tête dure, puis à partir du moment où tu le sais que tu parles tout le temps puis que tu n'écoutes pas les autres, puis à partir du moment où tu sais que c'est un de tes défauts, puis oui, tu en as des défauts, puis sais-tu quoi? La voisine aussi en a, puis le gars en face, il en a lui aussi. Puis à partir du moment où tu as une attitude assumée par rapport à tes défauts, parce que là, on la voit, Audrey, dans les traites, là. Puis là, mon Dieu, Audrey est spectaculaire dans toute sa Audrey ET, c'est-à-dire que c'est ça, elle parle, elle écoute pas, elle fait passer son point, elle est comme un bulldozer, elle germaine jusqu'au bout des ongles. Mais savez-vous quoi? Elle est au courant. Puis quand elle va trop loin, puis qu'il y a des gens dans l'émission qui sont froissés, ben elle va aller les voir, puis elle va aller s'excuser, puis elle va dire « J'ai vraiment exagéré hier, j'ai vraiment perdu ma crédibilité. » Elle se voit aller. Et ça, on en a parlé dans d'autres épisodes, c'est ça le début de la maîtrise de soi. C'est de se voir aller. Puis c'est ça le début de quelqu'un qui est capable de vivre dans l'œil du public. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité de ses gestes et la responsabilité de la perception des gens. Parce que ce que les gens vont percevoir, c'est lié à ce que tu as fait. C'est tout le contraire d'un Danick qui n'a pas été aimé à sa saison à Big Brother, puis que là, on voit que la production a essayé de l'aider en disant « Oh non, Danick, tu t'es racheté. » Non, peut-être que les agissements se sont rachetés, mais aucune prise de conscience n'a été faite. Et d'après moi, je ne suis pas dans ses souliers, mais d'après moi, à cause de cette absence de prise de conscience et de prise de responsabilité de ses gestes et de la perception des gens par rapport à ce qu'il fait qui est mal reçu, lui, il résiste, puis il dit que c'est la madame qui est pas contente, qui est à blâmer sur la perception qu'il a eue, alors que, tu sais, comme il était pas plus aware cette saison-ci qu'il l'était l'autre saison, ça a dû faire mal en sortant. Puis il a été critiqué encore parce qu'il y a des choses qui dérangent le public. Mais les choses qui dérangent le public, il est pas au courant ou il les admet pas. Puis s'il les admettait, là, sais-tu quoi, le public, il n'y a rien de mieux. Il n'aime rien de mieux que pardonner, que suivre quelqu'un qui s'est trompé, puis donner une chance. Parce que sais-tu quoi, tout le monde dans le public aimerait ça, eux aussi, que quand ils se trompent, de se faire donner une autre chance. Alors, les gens sont... En général, le public est beaucoup plus bienveillant qu'on le pense et ça dépend beaucoup de l'attitude. Maintenant, il y en a qui fake cette capacité de self-awareness-là, puis maintenant, je le vois, ils sont coachés. Je pense à un exemple là, flagrant, c'est Big Brother, il y a 2 saisons. Big Brother États-Unis, il y a 2 ou 3 saisons, où il y avait eu Siri qui est une des plus grandes joueuses de Survivor qui avait jamais gagné. Ils l'ont fait rentrer dans Big Brother avec son fils, mais sans dire aux autres que son fils était là, un peu comme ils ont fait dans les trades cette année avec 2 participants, pour surprendre les gens. Et le fils en question, il y a des traits moraux douteux, disons, pendant la saison. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une blonde, puis il en parle, mais il commence à tromper sa blonde dans la maison de Big Brother. Puis il y a des caméras 24/24, fait qu'on le voit, qu'est-ce qu'il fait avec la fille. Mais il dit à la fille, il ment à la fille, puis il ment à sa blonde, puis ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien pour lui, là. Fait que, puis peut-être il est jeune, il fait des erreurs, il sait pas c'est quoi. Peut-être qu'il joue ça dans la vie quand il n'y a pas
caméra. Puis, tu sais, c'est quelque chose au niveau de, tu sais, ton éthique personnelle. C'est à lui de décider s'il va décider de le faire ou pas, mais manifestement, là, ça n'a vraiment pas été aimé dans le public, cet aspect-là. Il disait pas à sa mère qu'est-ce qu'il était en train de faire dans la maison. Fait que, voyez, le public est fâché, il trompe sa blonde, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, pendant qu'il était avec l'autre fille, il chante la pomme. De temps en temps, il est tout seul devant une caméra puis il envoie des messages à sa blonde. C'était pas... Ça allait pas bien, là, pour son image publique, là. Et là, quand il est sorti, c'est clair qu'ils l'ont briefé. OK? Il a été ultra briefé sur qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise au public. Donc, tu sais, genre, je m'excuse, je prends conscience, j'ai des choses à apprendre. Très, très, je prends acte, là. Mais cette prise de conscience-là, puis cette prise d'acte-là, là, quand elle n'est pas vraie, ça marche pas. Donc, ça peut être des lignes de relations publiques. On le sait maintenant que le public est capable de pardonner. Maintenant que c'est plus un dialogue qu'un monologue maintenant, là, avec la relation avec le public. Donc, on le sait, les spécialistes savent exactement ce qu'il faut dire. Mais si c'est pas vrai... Tu sais, moi, j'ai une personnalité publique que je connais qui m'a appelé quand cette personne-là a vécu une tempête terrible sur les réseaux sociaux pour quelque chose qui a été posté par cette personne-là, qui n'aurait pas dû être posté, puis il y a eu une tempête épouvantable. Puis c'est quelqu'un de fragile, sensible, qui l'a bien mal vécu, manifestement, là. Puis cette personne-là me disait, « Peux-tu m'aider? Tu peux-tu m'aider? Puis sais-tu qu'est-ce que je pourrais faire pour me sortir de ça? » Puis la première chose que je suis allée vérifier, c'est est-ce qu'il y a une rédemption possible pour vrai dans la vie, là? Parce que c'était un manque de considération. C'est une joke plate, là, une joke qui se fait plus aujourd'hui, qui a été faite. Puis c'est pas Guillaume le Métivierge, là. Vous dites ça, c'est pas Guillaume. Mais, puis tu sais, c'est une joke qui se fait plus. Et moi, ce que j'ai vérifié, c'est t'es-tu game qu'on va ensemble aller vérifier l'autre bord de ta joke, tu sais? Pour voir c'est quoi, là. Tu t'as ri de quoi au juste, tu sais? Puis cette prise de conscience-là, donc des paroles, des conséquences, de la personne de l'autre bord, c'est ça. Je me disais, si on fait ça, ça peut être extrêmement gagnant parce qu'on peut montrer que c'est un apprentissage, c'est un vrai apprentissage. Mais la personne restait dans sa posture de victime. La personne ne rentrait pas dans sa responsabilité. La personne n'était pas... je la sentais pas ouverte à une démarche de compréhension. C'était juste... L'Internet, c'est toxique, le monde est violent, je suis une pauvre victime, ça a été dur pour moi, pour ma famille, etc. Fait que j'ai refusé le mandat parce que j'irai pas faire une démarche qui est pas vraie. De toute façon, ça marchera pas, la personne va s'échapper après, puis la vraie nature va revenir, et donc ça va juste être un exercice de ça va être du vent, là. Alors donc, c'est ça. C'est que soyons vilains, mais soyons vilains assumés. Et si une personne est une vilaine assumée, donc quelqu'un qui a des défauts, qui est game de les montrer, qui est game de les assumer, qui est game de pas jouer le jeu devant la télé, d'être toujours parfait, parce que sa grand-mère regarde à la TV, d'être juste naturel, puis poche quand c'est le temps, mais c'est ces gens-là que les gens aiment le plus dans la télé-réalité. Mais c'est que il y a énormément de gens qui connaissent pas leur zone d'ombre puis qui sont pas prêts à aller les connaître non plus. Et ça, je l'ai fait en début d'année, j'ai fait un exercice de zone d'ombre à un groupe qui était pas nécessairement... En tout cas, je pensais que c'était un groupe qui était prêt à le faire, mais ouf, ça a été difficile. Ça n'a pas été si bien accueilli que je pensais, puis... C'est ça, c'est que c'est pas tout le monde qui est toujours prêt à aller jouer là. Puis c'est correct, mais à ce moment-là, elle n'est pas à TV, là. C'est ça que je veux dire, tu sais, dans le sens où chacun son développement personnel à son rythme, là. Mais elle n'est pas à TV en pensant que tout va bien aller, là. Alors, c'est ça. Puis je voulais vous parler donc un peu aussi de ces vilains assumés, là, qui font extrêmement bonne figure. Donc, bravo à Audrey. Puis Audrey, avec
sa façon d'assumer, donc, ses imperfections, puis son authenticité est en train de permettre aux femmes encore plus d'être imparfaites à la télé parce que on leur pardonnait pas, puis les gens étaient ultra sans défensive. Je pense à Joëv dans le temps, qui avait été tellement magané par la télé-réalité. Puis je veux parler de Mégane encore, là, parce que Mégane, c'est plate. Mégane d'Occupation Double, elle l'a fait une fois, ça s'est pas bien passé, mais moi, tout de suite, j'ai vu, je me suis dit, ouf! Ça, c'en est une qui pourrait catapulter son statut de vilaine en monétisation extraordinaire. En plus, c'est une jeune fille extrêmement douée. Elle a un talent fou pour les affaires, ultra débrouillarde, indépendante. Bref, selon moi, elle avait tout pour être capable de monétiser, mais je vais vous le dire, moi, j'ai essayé, j'ai tendu une coupe de perche, je l'ai invitée à la radio, puis elle n'est pas venue. Fait qu'écoute, c'est correct. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une autre saison d'Occupation Double où elle a encore fait une erreur de jugement qui a probablement... Les gens ont probablement dû y remettre sur le nez un peu. Ça n'a pas été... Mais il y a juste un travail. C'est un travail, dans ce cas-là, on fait un travail de leadership avant. Donc, c'est ce qu'on appelle un travail de leadership, de décision. On va aller travailler les zones d'ombre, on va être au courant des autres d'ombre, on va voir ce qu'on est capable d'assumer. Si jamais il y a des blessures profondes, moi, des fois, je vais référer des clientes à j'ai un réseau de thérapeutes, psychologues, tout ça, extraordinaires, qui sont équipés pour gérer ça. Moi, je suis pas une psy, là. Mais tu sais, des fois, on voit qu'il y a des zones où il y a des blessures qui méritent. Parce qu'à partir du moment où tes blessures personnelles sont guéries, le public peut plus te faire mal. Quand ça fait si mal, là, c'est parce que le public va mettre le doigt sur des affaires que tu n'as pas vues. Puis ces choses-là, invisibles, ce que moi, je trouve que ma spécialité, d'aller voir ce qui est invisible, là, mais qui est là, ça, là, le public, il le voit là, en 14 secondes. C'est très senti. Puis des fois, c'est pas nommé. Ça va être quelqu'un qui va dire, tu sais, je me souviens d'une animatrice de radio où ça s'entendait dans sa voix. Son amertume s'entendait dans sa voix, même si elle avait une voix formidable, même si elle avait un thème formidable, fille ultra intelligente. Puis là, elle disait tout le temps, elle recevait beaucoup de courriers, les gens l'aimaient pas à la radio, puis ils aimaient pas... Tu sais, ils vont pas aller dire ce que j'aime pas, c'est ta blessure cachée dans ton ombre, là. C'est pas ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, je l'aime pas, elle me tape ses nerfs. Je l'aime pas, elle est fatigante. Ou j'aime pas sa voix, elle me gosse, pourtant elle a une super belle voix. Mais ce que le public ressent, c'est ces affaires-là non gérées, non assumées. Et parfois, le frein au développement de la carrière, au développement de la business, au développement de la posture puis de l'image se retrouve dans des blessures non gérées. Puis ça, mais particulièrement auprès des leaders, il y a de la résistance. C'est pas tout le monde qui veut aller là, qui est prêt à aller là. Mais encore une fois, moi, je dis, je n'êtes pas obligé d'aller là, mais dites-moi pas que vous voulez aller à la télé, ou dites-moi pas que vous voulez faire une série web, ou dites-moi pas que vous voulez animer des podcasts pendant 18 saisons. Si vous n'êtes pas prêt à aller là. Parce que ce qui fonctionne aussi, c'est d'être au courant, de se connaître bien, de connaître ce qu'on dégage. Et là, je reviens à Trana. Trana, dans les Traitors canadiens-anglais, j'ai jamais vu quelqu'un se tromper à ce point-là dans l'évaluation de situation là, au niveau des traites, etc. Et donc, ultra trompée. Puis, elle argumentait à table, puis tout ça. Puis après ça, on la voyait avec les producteurs, puis elle disait, hey, je peux-tu m'être plus trompée que ça? Tu sais, elle nommait ce qu'on pensait avant même qu'on le pense. Et c'est ça, c'est que là, au lieu que le public te prenne en grippe, il se sent complice avec toi. Faut vraiment le voir comme une relation. Donc, Trana, même si elle s'est trompée à tour de bras, elle n'est pas arrivée après en disant « Ouais, mais c'est à cause que tel autre me dit telle affaire. Ouais, mais c'est à cause que si. Ouais, mais c'est à cause que ça. » Si tu nies pendant 20 minutes, là, tu vas te le faire dire 56 fois, puis 173 fois par le public par après. Donc, se connaître soi-même
est un outil essentiel, puis les exercices de connaissance de soi, puis de connaissance de l'ombre, puis de connaissance des forces, c'est du leadership. C'est ça qu'on fait quand on va aller solidifier le leadership à l'intérieur de soi pour justement recevoir cette grande lumière-là. Je voulais mentionner deux des plus grands personnages de télé-réalité depuis le début des télé-réalités. Ce sont et le gars et la fille qui ont probablement participé au plus de télé-réalités et qui en ont vraiment fait une carrière. Eux autres, ce qu'ils font dans la vie, c'est qu'ils participent à des télé-réalités. Ils sont les méchants assumés et ils jouent très bien leur rôle, puis tout le monde les reveut tout le temps. Alors, tu as Johnny Banana, donc, qui est lui, c'est vraiment un OG. Vous l'avez peut-être connu, Johnny Banana, soit dans les Traitors, soit dans The Challenge, donc, qui est une émission... Ils l'ont passé à CBS, là, il y a 2-3 saisons, mais ça passe surtout en ligne maintenant parce que ça origine de MTV aux États-Unis. Et lui, c'est un des participants originaux de MTV, c'est le Real World, qui est la première télé-réalité. Il y a eu Pignon sur rue aussi au Québec, mais donc la première télé-réalité, il était dedans, puis il était méchant, puis il s'est assumé, puis là, il est parti faire de challenge, puis il est resté lui-même. Et depuis, je pense qu'il est à la télé depuis 25 ans. Il monétise extrêmement bien son vilain assumé. Et au niveau des femmes, c'est incontestablement Omarosa. Omarosa qui a participé à la première saison, je pense, ou la deuxième de The Apprentice, avec Donald Trump, qui est retourné faire All Stars, qui s'est pogné avec tout le monde. Elle était au courant, puis pas au courant, mais au début. Mais après ça, elle est devenue self-aware et elle s'est mise à lean in ses crochitudes. Tu sais, moi, je dirais qu'elle en fait plus, puis elle va résister parce qu'elle sait que le public va... C'est que là, c'est rendu, la game est encore plus haute, là, parce que là, elle va résister à démontrer qu'elle est au courant, qu'elle vient de faire quelque chose de pas correct. Elle va dire non, je ne l'ai pas fait parce qu'elle sait que ça fait réagir le public. Tu sais, là, on est rendu un step plus loin. Ça, c'est des expérimentés de la télé-réalité. Donc, elle va aller un peu grossir ses réactions, faire un peu plus de résistance pour faire réagir le public, puis pour garder son statut d'une des femmes les plus iconiques de la télé-réalité. Donc, elle a fait The House of Villains aussi, ça c'est sur Amazon Prime. Elle est allée travailler pour vrai avec Donald Trump. Elle a fait Big Brother célébrité aux États-Unis. Écoute, elle en a sûrement fait plusieurs autres, là, je les ai pas toutes vues. Donc, parce que c'est pas tout qui est diffusé là, sur les canaux que j'ai, mais fait que, dans leur cas, pour faire une longue carrière, donc, faut être vilain, faut être au courant. Il y a d'autres cas aussi où les vilains sont pas au courant, puis ils vont aller vouloir apprendre ce qu'ils ont à apprendre sur eux-mêmes pour devenir vraiment une meilleure version d'eux-mêmes et qui vont vivre une transformation de vilain à gentil et garder ainsi le public qui va finir par les aimer. Parce que ça, le underdog ou la personne que t'aimes pas, que tu finis par... Tu sais, le méchant au début du film qui finit puis qui est fin à la fin, là. Ben, on aime ça. On aime ça, cette histoire-là. Alors ça aussi, c'est une histoire que le public embarque. Puis au Québec, on a les deux plus grands exemples de ça. On a Marie-Pierre Morin, qui était une vilaine dans Occupation Double, qui est devenue, qui a retrouvé son rôle de vilaine, qui est revenu, puis en tout cas, mais qui a une grande carrière publique. Et Mathieu Baron, qui s'était pas fort dans sa première saison de Big Brother, mais qui en a fait, parce qu'il est revenu à sa deuxième saison, ça allait déjà mieux, puis après ça, il a travaillé fort pour devenir acteur, puis les gens ont aimé ça, voir ce dévouement-là envers soi-même, donc ça a été très bien accepté et par le public et par les principaux protagonistes. Donc, donc la piste, là, si vous faites de la télé-réalité, là,
si vous prévoyez faker devant la caméra, faites-le donc pas. Ceci dit, faites pas ça si vous n'êtes pas prêt ou si vous n'êtes pas au courant de votre crochitude. Puis là, on commence à voir quelque chose. En tout cas, je le vois à Survivor US en ce moment. Puis il y a beaucoup de chiolage d'ailleurs là-dessus sur les réseaux sociaux de par le public. Et je le vois aussi dans Survivor Québec parce que quand les bibles changent ou les façons de faire changent sur le format, ben ça a probablement été envoyé à Montréal, mais on le voit, là, la saison de Survivor en ce moment, puis les participants sont lisses. C'est qu'il n'y a pas beaucoup... il manque de quoi? Tu sais, là, le monde se plaint de... Coudon, il manque des affaires dans l'histoire. Coudon, il y a des trous. Comment c'est qu'on comprend pas? Puis là, ils se disent, pourquoi qu'ils nous cachent des affaires? Et c'est pas juste le public qui dit ça, c'est des anciens participants. Donc, il y a des anciens participants de Survivor qui vont dire, ben là, c'est quoi cette affaire-là? Il me semble qu'il manquait un bout. Puis pourquoi elle, on l'a pas vue? Puis là, soudainement, on la voit. Puis là, pourquoi lui, il dit que ça s'est passé, mais on l'a jamais vu à l'écran? C'est que là, il arrive les enjeux de santé mentale, la prise de conscience de le profond impact que peut avoir quelqu'un qui est un vilain à une télé-réalité, mais qui connaît pas ses zones d'ombre, puis qui se les fait dire par 10 millions de personnes en sortant de là, puis qui reçoit une déferlante de courriers haineux, pas toujours équilibrés. Fait qu'ils se disent, voyons, on peut pas laisser les gens là-dedans. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est que là, ce qu'on ressent, c'est qu'ils commencent à censurer les bouts où les participants paraissent pas bien. Donc, moi, ce que je soupçonne, c'est que celle dans Survivor, là, ils disent que Star, on l'a pas vu, là. Puis que comment ça se fait qu'on l'a presque pas vu, puis j'ai l'impression que c'est parce que ce qu'on avait à voir, c'était pas super pour la fille. Puis qu'on voulait la préserver. Parce qu'on est plus conscient, là. Même la prod. Parce que la prod les laissait un peu aller après. Moi, ce que j'ai le goût de leur dire, c'est gardez-les, mais entourez-les après. Je le dis à chaque fois, appelez-moi, je vais vous aider à faire cette transition-là avec... il faut les entourer, les gens qui ont cette espèce de popularité soudaine. Moi, je l'ai vécu avec chacun de nos artistes, sont devenus des grosses vedettes tout d'un coup, puis on a vécu ça, là, cette espèce de transposition-là, de non seulement de posture, mais de vie, puis de mode de vie, puis tout ce qui vient avec, puis c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon à ça. Fait qu'il y a moyen d'entourer les gens face à ça, face à cette montée en popularité, que ce soit sur le web ou à l'extérieur du web ou les deux. Donc, ils les entourent pas bien. Mais là, ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils vont cacher les mauvais bouts. Sauf que là, c'est un peu... je trouve ça... Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est plate, Survivor, cette saison-ci. Moi, je trouve ça quand même bon. Je vous parle de la version US. Je trouve quand même ça bon, mais je trouve que ça paraît qu'il manque des bouts. Mais moi, je soupçonne, c'est ça, qu'il ne manque pas les bouts où les gens paraissent moins bien. Ensuite de ça, sauf que là, ce qui arrive, c'est que c'est ça. C'est que là, il y en a un, je l'aime pas, là. Je sais pas si vous l'écoutez, là. Il y a un personnage, David, là. Là, il s'est fait sortir, puis là, il arrête pas de dire... oh, mais là, vous avez pas montré que Joe, il est pas fin, puis que tel autre est pas fin, puis tout ça. Puis moi, j'ai le goût de dire, tiens, moi, j'ai plus l'impression que c'est tes bouts à toi qu'on n'a pas vus. Parce que là, vous avez caché telle affaire, puis telle affaire. Ouais, mais c'est parce que t'as une blonde, puis t'étais un peu trop avec l'autre fille aussi. Fait que là, ils l'ont pas montré, ça. Hein? Fait que il y a des commentaires de gens qui ont dit, ben là, comment ça? Eux autres, c'était quasiment un couple, puis comment ça se fait qu'ils n'ont pas montré ça à TV? Ben là, c'est parce que le gars, il a dit à un moment donné à la caméra qu'il y avait une blonde puis tout. Il l'a peut-être pas dit aux gens là-bas, mais... Fait que, tu sais, on dirait qu'au niveau de la production, on commençait à protéger les gens comme ça, mais ça fait un narratif parfois un peu lisse. Et ce que je trouve en ce moment, là, Survivor Québec... Des fois, là, je me rends compte que je manque des bouts, des longs bouts. J'écoute pas, là, je suis obligée de reculer. Je pars des longs bouts parce que il y a des longueurs. Je trouve que les premières saisons, le Québec s'était démarqué parce que on parlait un peu plus des personnages, de leur background, de leur vie. On n'était pas juste dans le game. Sauf que oui, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Je pense que c'est un choix voulu de la part de ces compagnies de production-là pour ne pas vulnérabiliser les participants. Parce que plus tu parles de ta vie, plus tu te rends
vulnérable à être jugé par le public. Donc, si tu parles juste de stratégie, au moins les gens vont critiquer le joueur et pas l'humain. Sauf que là, si c'est juste la stratégie à 5 épisodes par semaine, à un moment donné, je trouve ça très redondant. Et tout le monde est lisse. Il n'y a pas vraiment de méchant ni de gentil. C'est comme... Fait que je m'ennuie un peu. Puis c'est peut-être pas la faute de la prod du Québec, comme je vous dis. C'est peut-être aux États-Unis, ils ont changé les règles. Au niveau de la production, ils vont dire ça. Vous parlez pas de ça, vous parlez pas de ça. Vous parlez... Il y a un book à suivre, eux autres, là, dans ce qu'ils ont à faire et à produire. Fait que c'est ça. Donc, on fait attention aux participants. Mais comme nous, comme public, on va dire la même chose que les humoristes disent des fois. On peut plus rien dire. C'est parce qu'on aimait ça de voir le monde croche. Parce que veut pas, on s'attache au monde croche. Parce que nous autres, on a des défauts. Puis si on est capable d'aimer quelqu'un qui a des défauts à la télé, là, ben c'est nous-mêmes qu'on aime un peu plus au travers de ça. C'est ce que j'avais le goût de vous dire en cette semaine du 58e épisode de J'ai une idée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Encore une fois, allez vous abonner, partagez le podcast si vous l'aimez, si vous connaissez des gens que j'ai nommés aujourd'hui, Audrey, Mégane, des gens qui sont dans Survivor, Big Brother, bon, Danick, pas sûr. Vous n'êtes pas obligé d'y envoyer. Je le sais pas. Mais non. Ceci dit, moi aussi, j'aime ça changer d'idée sur quelqu'un. Puis c'est un gars super intelligent, là. Mais ceci dit, la personne que je vois à TV, moyen. Donc, mais si vous connaissez des gens qui, vous pensez, vont aimer le contenu de ce podcast, je vous remercie déjà de le partager. On se revoit la semaine prochaine.